Bonjour, ici Marie-France Bazot. Les éditions du Boréal vous proposent un balado singulier, une entrevue avec l'auteur Alexandre Soublière à propos de son plus récent livre, La Maison Mère. Alexandre est l'auteur de 2 romans précédents, Charlotte Before Christ, présenté en 2012, qui a fait grand bruit, une autofiction assez trash, avec un franglais assumé, et en 2015, Amanita Virosa. La Maison Mère, avec le sous-titre Mémoire d'un Québécois, et là c'est barré, canadien-français, alterne entre un roman d'anticipation et un essai très original, une quête qui porte tout le livre. C'est quoi un Canadien-français, un Québécois? Quel est le lien entre la génération d'Alexandre, la trentaine, et la culture canadienne-française, celle qui a traversé l'Amérique? Se dire québécois a-t-il encore un sens à une époque où la culture se mondialise? Alors, pour répondre à ces questions-là, Alexandre Soublière se donne comme projet de rencontrer des intellectuels québécois, dont Gérard Bouchard. Et au moment où les entretiens vont avoir lieu, une panne d'électricité généralisée survient, dont on s'apercevra bien assez vite qu'elle couvre un territoire extrêmement vaste et qu'elle ne finira pas de sitôt, et que, ni plus ni moins, c'est la fin d'un monde. Il faut s'organiser, ça veut dire s'armer, se regrouper, se défendre. Alexandre Soublière, bonjour. Salut. Comment est-ce que vous qualifieriez... Non, on va se tutoyer. On va se tutoyer? Okay. Non, j'ai tellement l'impression de te connaître, je t'ai lu, et voilà. Comment est-ce que tu qualifierais ce livre-là? C'est pas un essai, c'est pas un roman, c'est un objet très singulier. Toi, comment tu l'appelles? Moi, je dirais que c'est un projet littéraire, en fait. Okay. C'est vraiment un hybride entre l'essai puis la fiction. Ouais. Dans le fond, je me sens beaucoup plus à l'aise à raconter des histoires de fiction. Oui. J'ai commencé comme ça. J'ai fait 2 romans auparavant. J'ai fait d'autres trucs en scénarisation puis tout ça. Là, dans le monde polarisé dans lequel on vit, puis tout ça, je me suis dit, ça fait longtemps que je m'intéresse à la politique, que je m'intéresse aux questions sociales, aux questions culturelles, puis tout ça. Est-ce que je serais prêt à écrire un essai? Et là, j'ai commencé à écrire un essai, j'ai commencé à faire des recherches, ouais. J'ai commencé à faire plein de lectures. Puis finalement, en cours de route, je me suis dit non, il faut que j'injecte un peu de ce que je sais faire, il faut que j'injecte un peu de fiction là-dedans. Fait que c'est un peu ça que je trouve qui est difficile avec ce projet-là, parce que je me rends compte que quand on n'est pas capable de le mettre dans une boîte, ouais. les gens ont de la misère à le comprendre un petit peu. Oui. Même au cinéma, puis tout ça, c'est comme ça. Tu sais, quand on vend un film, on dit d'abord c'est un film d'horreur, ou c'est un film d'action, c'est une comédie, puis là, on sait qui va aller en salle le voir. Tu sais. Fait que, moi, je pensais le vendre comme un projet littéraire, mais là, je me rends compte qu'il y a des gens qui accrochent sur la partie essai, il y a des gens qui accrochent sur la partie fiction, puis là, tout le monde est mêlé. Mais c'est un peu ça qui est drôle en même temps. Mais quand tu l'as commencé, donc, sous forme d'essai, est-ce que tu t'es rendu assez loin? Est-ce que tu t'es rendu compte que non, OK, ça va pas? À quel moment tu as décidé d'injecter la fiction? C'est que la fiction revenait tout le temps. J'avais toujours envie d'en rajouter un petit peu. J'avais toujours envie de voir si ça pouvait pas basculer avec des personnages. Tu sais, même quand je parlais de Gérard Bouchard, au début, je voulais le rencontrer pour vrai. Tu sais, je me suis dit, je vais appeler le Boréal, puis je vais leur dire, on peut-tu faire une rencontre? Je venais de lire son livre. Oui, je constate que les intellectuels sont des intellectuels maison, d'ailleurs. Oui. Mais ils sont à portée de main. C'est ça, oui. Non, mais j'avais lu Mythe et des raisons du mythe, je pense, de Monsieur Bouchard. Puis là, je m'étais dit, je pourrais le rencontrer pour vrai, ce serait le fun. Sauf que là, j'habitais à Vancouver. Là, c'était un peu compliqué. Puis là, je me suis mis un petit peu à inventer ma rencontre avec lui. OK. Puis là, finalement, je me suis dit, non, ouvre la porte à la fiction. Oui. Le sous-titre, on va régler la question du sous-titre. Donc, Mémoire d'un Québécois, et là, c'est raturé canadien-français. Pourquoi ce sous-titre-là? Pourquoi avoir mis un sous-titre? Là, c'est vraiment la tradition essai. Oui, c'est la tradition essai. Aussi, je voulais m'approprier un peu cette idée-là. Aux États-Unis puis au Canada anglais, il y a le style du mémoire qui est très populaire. Ils appellent ça mémoire, avec l'accent comme ça. C'est de l'autobiographie, mais c'est pas comme ça qu'ils appellent ça. C'est vraiment du mémoire. Puis ça, j'en ai lu beaucoup dans les dernières années. Puis je me suis dit, je veux me l'approprier. Fait que d'abord, le sous-titre, ça faisait un peu la job de ça. Puis après ça, l'autre côté, ça, c'était le côté provocateur, j'imagine, un peu. Tu sais, je voulais qu'à la première page, on sache que ça allait brasser un peu.
Fait que j'ai barré le mot québécois. OK. Et tu as mis canadien-français. On va y revenir. Ouais. La question de départ, c'était donc l'essai avant que la fiction arrive. La question de départ, c'était quoi? Je trouve ça... C'était de revenir un peu sur l'identité. Ouais. Moi, je suis né en 85, un petit peu après le premier référendum, un peu avant le deuxième. Ouais. Ça faisait des années que j'avais cette impression-là que j'évoluais un peu dans les limbes culturelles. J'en parle dans le livre, mais j'appelle ça un état d'orphelin culturel ou d'orphelin politique, si on veut. Parce que j'ai l'impression que j'adhère pas nécessairement à ce terme-là. Quand on se dit québécois, je sais pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Parce que, bon, c'est jamais devenu un pays, finalement. On est un peu tout le temps dans cette chicane. J'appellerais pas ça une chicane, mais dans ces débats-là, si on veut. Mais après ça, quand on me disait, mais surtout quand j'étais à Vancouver, on me disait, mais t'es Canadien. Puis là, je disais, mais pas vraiment, parce que j'ai grandi en me faisant dire que j'étais québécois, finalement. Fait que j'ai essayé mon projet, c'était vraiment de faire du sens à travers tout ça, puis de voir qu'est-ce que ça voulait dire pour moi, ces mots-là. Oui. Et canadien-français, c'est effectivement, quand tu disais l'idée de la provocation, c'est provocateur parce que ceux qui ont connu la Révolution tranquille se sont battus pour passer de Canadien-français à Québécois. Alors, quand on n'a pas connu ça ou qu'on est loin dans le temps de cette génération-là qui décède, c'est difficile de trouver un sens positif à Canadien-français. C'est donc assez audacieux de revenir avec ça. Ouais, je peux parfaitement comprendre ça. J'ai une amie qui est dans la soixantaine qui est en train de lire le livre, puis hier, elle me disait... Là, je suis rendu à moitié, puis il a fallu que j'arrête pour un moment, parce que justement, j'ai vécu toutes ces années-là, puis tout ça, puis ça brasse beaucoup. Oui, c'est ça. Puis elle dit, il va falloir que je me fasse une tête, que je le lise jusqu'à la fin, puis que je t'en reparle. Mais ça me démontre que c'est ça, c'est sûr que quand on parle d'identité, ça devient toujours très émotif. Absolument, oui. Puis, juste avec les entrevues que j'ai données dans les dernières semaines ou les articles qui ont paru sur le livre, il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Puis, je me rends compte que c'est ça, les gens prennent ça très à cœur, ces mots-là. Les réactions doivent être très différentes selon l'âge de tes interlocuteurs. Oui, vraiment. J'ai des gens un peu de mon âge qui me disent, moi, j'ai lu puis je me sentais pareil comme toi. Je me reconnais pas québécois, je me reconnais pas canadien. Fait que là, qu'est-ce que je fais? J'ai-tu pas de pays, dans le fond? J'ai-tu pas de nation? C'est un peu ça la question. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens, mais je me rends compte que les gens sont très attachés, finalement, au mot québécois. Puis je les comprends aussi. Puis je me rends compte aussi, par exemple, qu'il y a un peu il y a une espèce de manque de... Je pense que les gens ont tellement internalisé ça que aussitôt qu'ils entendent le mot canadien, que ce soit canadien, français ou peu importe, eux, ils associent ça au Canada d'aujourd'hui. Oui. C'est comme si... j'ai eu quelques commentaires que c'est comme les gens disent c'est ça, vous jouez le jeu de Trudeau, ou des choses comme ça. Alors que quand on lit le livre, on se rend compte que c'est vraiment pas ça. Non. T'énumères les avantages, d'ailleurs, au fait de... Si on faisait l'exercice théorique de revenir au mot canadien-français, tu y trouves des avantages. D'abord, un enracinement beaucoup plus grand dans le territoire nord-américain qui a déjà été le nôtre. Bien ça, oui, puis j'ai puisé ça beaucoup. Il y a un livre merveilleux qui s'appelle encore de la maison, mais qui s'appelle Sur la piste du Canada errant, si je ne me trompe pas, de Jean Morissette. Et puis lui, c'est un peu ça qu'il dit, c'est que dans le fond, quand on a inventé, pas inventé, mais quand on est venu avec cette appellation-là du québécois, c'est comme si on a voulu se moderniser. C'est comme si au travers de ça, c'était les grands projets, c'était on se rapproche de l'Europe aussi. Puis pour lui, pour Jean Morissette, en fait, dans son livre, c'est qu'il dit que ça nous a éloignés de nos racines premières du canadien, du canaïen, qui était venu très tôt, puis qui était plus proche du territoire, qui était, à certains égards, plus proche de certains peuples autochtones aussi. Et puis ça va dans la pensée de Morissette aussi, c'est-à-dire qu'il faut comprendre un peu notre relation avec le territoire à travers la nordicité, à travers les cultures qui étaient ici avant aussi. Ça rejoint
un peu aussi ce que pense Serge Bouchard, un autre auteur maison. Oui, tout à fait. Puis j'ai lu beaucoup Serge Bouchard, puis même que dans le livre, je parle beaucoup de Louis Edmond Hamelin aussi, qui me fascine absolument. Un autre des avantages que tu vois au fait de revenir à Canadien-Français, c'est le potentiel rassembleur du terme. Celle-là, je la comprends moins. Explique-moi. Il y avait écoute, on va commencer par le début. Dans le fond, le Québec, c'est encore une province, dans le fond. Puis, il y a beaucoup de gens qui... Bon, même si dans notre cœur, c'est peut-être plus que ça, puis tout ça, j'essaie de revenir à la vérité des mots, si on veut. Après les élections, quand la CAQ a gagné, j'ai entendu Pierre Curzi à la radio dire « Bon, ben là, depuis hier, de Québécois, on est redevenus des Canadiens français. » Puis moi, quand il dit ça me porte à confusion encore plus parce que je me dis, dans le fond, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que c'est un synonyme, québécois puis canadien-français, alors que ça fait des années qu'on nous dit non, canadien-français, c'est les gens d'origine canadienne-française qui étaient là depuis la Nouvelle-France, etc. Alors que québécois, c'est cette idée-là plus moderne avec tous les nouveaux arrivants qu'il y a eu par la suite. Un projet politique. Oui, c'est ça. Mais quand Pierre Curzi dit de Québécois, on est redevenus des Canadiens français, c'était comme si c'était l'équivalent. Québécois veut dire Canadien-français, dans le fond. Ou comme, j'en parle dans le livre, mais quand on parle, par exemple, dans la presse anglophone, on va jamais dire, par exemple, le chanteur, de Québécois singer Leonard Cohen, même s'il est né au Québec, et tout ça. Parce qu'il n'est pas Canadien-français. Fait que mais par contre, on va dire le Québécois entrepreneur Guy Laliberté. Ah oui. Et donc, moi, je me rends compte, quand je vois ces exemples-là, que Québécois, pour bien du monde, ça veut encore dire Canadien-français. Fait que c'est là un peu que c'est rassembleur pour moi, c'est-à-dire qu'on met les vrais mots sur ce qui signifie, dans le fond. Ouais. Alors il y a l'espèce de notion d'arnaque en arrière de ça, où ce qu'on dit, dans le Québec, il y a des Canadiens français, puis ils sont en majorité, puis... Oui, mais tu comprends qu'il y a une charge politique dans les deux cas, de toute façon. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Mais si on réapprenait à apprivoiser ces mots-là, c'est un peu... Oui, il y a quelque chose de très générationnel aussi, puis c'est un des autres arguments que tu dis, que tu amènes pour... à l'avantage du mot canadien-français, que ça pourrait influencer le cheminement des jeunes. Et c'est clair, tu le disais tout à l'heure, ils n'ont pas connu l'ancienne signification du mot canadien-français. Ils sont habitués à québécois, et en même temps, ça veut rien dire puisque le pays qui est sous-entendu par ça n'est pas arrivé. Ouais. Donc, en quoi, d'après toi, ça pourrait influencer le cheminement des jeunes? Ben, c'est-à-dire que j'essaie de croire, mais je ne sais pas si c'est une utopie, mais j'essaie de croire que peut-être si on reconnectait avec le passé, avec la culture, justement, des ancêtres, plus nos racines. Parce que là, ce qui arrive aussi, c'est que puis ça, Gérard Bouchard en parle dans son livre, mais pour faire une révolution, même s'il est tranquille, il faut comme un peu réécrire, pas réécrire, mais il faut repartir à zéro. Ouais. Puis quand on veut repartir à zéro, en général, il faut... ça aide, en tout cas, de démoniser un peu ce qui s'était passé avant. Oui. Et donc là, il faut faire la rupture. Quelque chose, exactement. C'est ça. Et donc, ce que je me demande, dans le fond, puis je pense que Mathieu Bock-Côté aussi touche à ça dans certains de ses écrits, mais c'est de dire, est-ce que c'était si pire que ça, l'image? Tu sais, on s'est fait une image du Canadien français, mais est-ce que le vrai Canadien français était si pire que ça? Est-ce qu'on pourrait pas retourner puiser là-dedans pour comprendre un peu mieux qui on est, puis là, aller vers l'avant. Oui. D'ailleurs, à un moment donné, tu cites Joseph Campbell, tu dis, si vous voulez changer le monde, changez la métaphore. C'est un peu ça, finalement. Oui, vraiment. Puis, tu sais, comme là, il y a eu un article dans Le Devoir où il faisait un gros cas, comme quoi que je travaillais en publicité, puis que c'était toute une affaire de branding, puis tout ça. Mais au final, une métaphore, c'est un peu du branding, dans le fond. On peut appeler ça comme on veut, là. Mais, fait que les mots sont importants, dans le fond, parce que les mots on a un attachement à ces mots-là. Mais les mots, c'est pas des coquilles vides. On peut leur donner une signification aussi. Non, c'est ça. Je fais un aparté. Est-ce que tu as vu les funérailles de Bernard Landry?
Non, mais on m'a dit qu'il y avait eu à la Clairefontaine. Qui est vraiment, on va arriver à la partie fiction de ton livre, mais il y a vraiment cette chanson-là qui traverse le livre au complet. Donc, vieille complainte qui remonte à, ma foi, plus loin que la Nouvelle-France, quasiment au Moyen-Âge. Oui, c'est vraiment... en fait, oui, c'est ça. De ce que j'ai lu, ça remontait avant la Nouvelle-France, mais c'est vraiment venu avec Champlain, puis dès le départ. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment nous qui nous la sommes appropriés. Et Bernard Landry qui l'a utilisé qui voulait que ce soit dans ses funérailles, parce que c'était un chant des patriotes. Oui. Donc, c'est vraiment, ça nous ramène aux Canadiens français, aux Canadiens. Oui, tout à fait. Le Parti canadien dans le temps des patriotes. Oui, parce que, puis ça, tu vois, ça, moi, un prof au cégep me racontait tout ce temps cette histoire-là, comme quoi, à une des batailles patriotes, il savait qu'il allait perdre, il savait qu'il était foutu, et puis ils se sont levés, puis ils se sont mis à chanter à la Clairefontaine en disant « Il arrivera ce qui arrivera », tu sais. Puis ça, est-ce que c'est vrai ou est-ce que ça l'est pas? Je suis pas certain, en fait, mais c'est pas grave, en fait, si c'est vrai ou pas. On parle beaucoup de faits alternatifs ces temps-ci, mais des mythes, c'est un peu ça aussi. C'est vrai, Puis je pense que ce livre-là, il est à la recherche de mythes aussi. Puis des fois, quand les mythes, ils partent tous à partir des années 70, je me dis, il doit y avoir quelque chose en dessous de ça. Clairement. À un moment donné, tu écris dans ton livre, Alexandre, le fait que nous étions si centrés sur la langue au cours de notre courte histoire a probablement contribué à affaiblir cette langue. J'aimerais que tu m'en parles un peu plus. C'est une théorie que je lance comme ça. Je lance beaucoup de théories dans le livre. Il y en a quelques-unes qui sont plus provocantes que d'autres, mais celle-là, j'ai trouvé bien intéressante. On a fait on a comme centré notre culture autour de la langue, dans le fond. Puis c'est normal parce que c'est notre élément différenciateur le plus évident. À partir du moment où on eut perdu la foi, ça devenait, c'est ça, il y avait la foi et la langue. Il ne restait plus que la langue. Oui, exact. Bon point. Et puis là, la langue est devenue une espèce de mythe, en fait, un mythe nouveau de cette révolution tranquille. Elle a eu sa loi, elle a eu, ses poètes, ses trucs. Fait que c'est ça. Mais je me suis rendu compte, après un bout de temps, à travers des conversations puis tout ça, que quand on demande aux gens c'est quoi être québécois, c'est sûr, c'est la langue. Puis après ça, tu dis mais encore. Et puis là, ça commence à hésiter. Puis là, la poutine arrive. Puis là, finalement, le Québec. Fait que finalement, je me suis rendu compte que je me demande si, au travers du temps, en tout le temps disant c'est la langue, il faut la langue. Puis là, ça faisait partie des combats du PQ. Beaucoup. Mon premier livre, il y avait du franglais comme ça, beaucoup dedans. Puis c'est ça qui a choqué le plus le monde. Il y avait toutes sortes de trucs violents puis toutes sortes de trucs pornographiques, mais le fait qu'il y avait des mots en anglais, ça passait c'était ça qui était pornographique. Oui, c'est ça. Fait que ça, il y a ça. Fait que je me dis, si on avait, justement, tantôt on parlait de territoire, on parlait de nordicité, on parlait de trucs comme ça, si on avait vraiment embrasser le territoire, embrasser ce que ça voulait dire d'être Canadien. Puis tu sais, j'ai pas toutes les réponses. Tu sais, quand on me dit le territoire, je sais pas tout qu'est-ce que ça veut dire. Tu sais, il y a la chasse, il y a l'hiver, il y a ces mythes-là. Mais si on avait construit autour de ça aussi, au lieu de construire autour de la langue, je me dis, on se serait peut-être bâti une espèce de forteresse culturelle qui ferait en sorte qu'on saurait tellement c'est quoi être un Québécois qu'on n'aurait pas besoin de juste le dire par la langue. Puis à ce moment-là, on aurait moins peur de perdre la langue parce que ce ne serait pas le seul pilier sur lequel notre culture serait à côté. Mais je sais pas. Non, c'est super intéressant parce qu'en même temps, les Canadiens anglais se sont construits, eux, sur le territoire. D'un océan à l'autre, c'est la devise. Ils ont développé le territoire à travers le chemin de fer et leur identité, c'est beaucoup à travers le territoire. Je sais pas si... Mais c'est clair que on a oublié le territoire dans notre identité. Oui. Vraiment. Puis il y a le territoire parce que c'est le plus sexy, si on veut. Mais tu sais, il y a d'autres trucs aussi. Tu sais, puis aux États-Unis, par exemple, tu sais, il y a des gens qui se disent italiens, tu sais, c'est ça leur culture, mais ils parlent pas italien, dans le fond. Mais ils savent c'est quoi être italien. Tu sais, il y a quelque chose. Tu sais, peut-être qu'ils savent pas exactement comment le décrire, mais c'est la bouffe, c'est la famille, c'est l'attitude, mais ils parlent pas italien. Ils sont nés, c'est 2, 3, 4e génération d'Américains, puis...
Fait que là-dedans, je me disais, qu'est-ce que ça serait? Puis là, je me disais, est-ce qu'il n'y a pas des réponses qui dorment quelque part dans le Canadien français, qu'on aurait peut-être oublié, qu'on l'a modernisé, alors, tes intuitions sur c'est quoi la culture, j'allais dire québécoise, mais canadienne-française, donc il y a de la langue, un bout de langue, il y a du territoire certainement. Quand on te pose la question, toi, c'est quoi? Tu étais à Vancouver, c'est quoi ta culture québécoise? C'est ça un des problèmes, j'ai de la difficulté, même moi, à répondre. Tu sais, moi, je le cherche, puis c'est un peu ça pour ça que je l'ai écrit le livre, parce que je me rends compte qu'au final, est-ce que c'est parce que j'ai évolué dans un monde hyper mondialisé que là, je me dis, ben coudonc, finalement, je ressemble aux Américains, je ressemble aux Canadiens, c'est une excellente question. Je sais que quand il parlait du livre, il y a une émission où il parlait du livre à Radio-Canada, puis quelqu'un a dit, ben voyons, je sais c'est quoi ma culture, tu sais. Puis là, le premier exemple que cette personne-là a donné, c'est nos programmes sociaux, Puis là, je me suis dit, tu sais, on bâtit pas un mythe national sur des programmes sociaux. Tu sais, il faudrait aller chercher plus creux que ça à l'intérieur de nous. Tu sais, ils en ont des programmes sociaux en Colombie-Britannique, ils en ont en Danemark, puis au Danemark. Le Canada au grand complet a des programmes sociaux. C'est ça, on les partage beaucoup. Mais puis c'est là qu'on se rend compte que finalement, on est différents, mais on est pareil sur beaucoup de points aussi. Puis c'est surtout l'idée de se dire la vérité. Je pense que c'est souvent là-dessus que je reviens, dans le fond. C'est pas... on n'est pas obligé de faire en semblant qu'on est à deux mondes opposés complètement. On partage beaucoup de choses avec le Canada. Absolument. Une autre chose que tu dis à propos du mouvement souverainiste cette fois-ci, il a fait plus tort à la jeunesse que ses tenants ne voudraient le croire. Ouais. Comment? Ouais, ça c'est peut-être une des plus controversées. Je pense que, je sais pas, je me demande si c'était la bonne stratégie. En fait, tu sais... La souveraineté? Oui, mais de la manière que ça a voulu être fait. D'abord parce que ça n'a pas fonctionné. Fait que là, on peut se demander. Mais c'est facile avec le recul, là. Tu sais, je comprends qu'il y a des gens qui ont pris tu sais, justement, Bernard Landry puis tout ça. Ouais. Je comprends que ces gens-là étaient à l'époque, il fallait qu'ils agissent, puis ils l'ont fait. Puis c'est tant mieux, tu sais. Mais après, tu regardes ça, puis tu te dis, comment ça on a perdu? Comment ça on a perdu 2 fois en plus, tu sais? Puis au travers de ça, il y a eu d'autres échecs constitutionnels, puis tout ça. Tu sais, est-ce qu'on était si opprimés que ça, finalement, ou on ne l'était pas vraiment? Puis finalement, ça va bien notre vie, puis on n'avait pas besoin de faire la souveraineté. Je sais pas. Au final, je me demande si le mouvement souverainiste, justement, mais là, le monde va être fâché. Là, mais tu sais, je pense, là, on jase. On jase. Tout ça. Mais je sais pas si, justement, d'inventer un nouveau Québécois. Ouais. Après ça, de partir avec ça, mais après ça, de pas vraiment avoir bien assis c'était quoi ce nouveau Québécois-là, tu sais. On en parlait tantôt. Puis après ça, d'être parti avec la balle, puis d'avoir dit, bon, on va faire la souveraineté là-dessus, tu sais. Est-ce que c'était vraiment ça? Puis après, pour défendre quoi, au fond? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu moyen de le faire autrement, en fait? Dans la stratégie, mais culturellement aussi. Ouais. De pas juste baser ça autour de la langue. Puis là, les gens vont dire, oui, mais on basait ça aussi sur des valeurs politiques, puis tout ça. Mais, tu sais, je veux dire, les stratégies s'adaptaient de par qui était au pouvoir, les gouvernements, puis tout ça. Fait que la jeunesse, ouais. Des fois, j'ai l'impression c'est parce que j'ai l'impression qu'on s'est mis à voir petit à travers ça, à juste s'occuper de nous. Mm-hmm. Puis je sais que c'est souvent un discours fédéraliste, là, puis je veux pas nécessairement embrasser ça, mais il y a un peu de vérité là-dedans. Est-ce que, évidemment, les gens te questionnent à propos de tes 3 ans à Vancouver, mais est-ce que ce sont des choses que tu intuitionnais avant de partir ou le fait d'avoir pris du recul pendant quand même 3 ans, c'est assez long, t'a fait voir les choses différemment? C'est toutes des choses auxquelles je pensais avant, ça, okay. C'est sûr. Mais une fois là-bas, là, c'est là que je me suis dit, c'est le moment de l'écrire, dans le fond. C'est le moment d'essayer de faire ça parce que de toute façon, je suis un peu en exil, si on veut. Je suis un peu en recul. Fait que là, je peux me permettre de... Puis là, je suis revenu, puis là, le livre est sorti. Puis tu sais, je me rends compte que
il y a déjà des amis qui l'ont lu puis qui c'était pas des de vrais amis, là, mais des gens qui me renient un petit peu, là, c'était un peu trop pour eux autres, toutes ces positions-là, puis tout ça. Puis je vois que, évidemment, c'est encore très à vif chez certaines personnes, en fait, ces questions-là. Les gens de ta génération, tes amis de ta génération réagissent comment? Ça dépend lesquels, mais comme je disais tantôt, il y en a plein il y en a plein, là, on va se le dire, là, qui suivent plus la politique américaine que la politique québécoise, là, parce que le spectacle est meilleur, puis parce que tout le monde fait ça à travers le monde, puis tout ça. Fait que eux, quand ils lisent ça, ils sont pas surpris du tout, là. Moi, en fait, ce que je dis, c'est que ça m'a... Ce flou-là identitaire m'a forcé à m'exiler culturellement puis à juste embrasser l'espèce de politique mondiale américaine puis culture de tout le monde, parce que finalement j'étais dans un entre-deux. Oui. Ouais. Tu parles, justement, puisque tu parles de culture américaine, tu parles de Trump. Ouais. Et c'est vraiment intéressant, ce bout-là. Tu comprends le vote pro-Trump. Effectivement, qui s'explique de toutes sortes de manières. Ouais. Puis, a posteriori, on peut se dire, on aurait dû le voir monter. Mais, contrairement à beaucoup d'autres, tu joues pas la Vierge offensée sans être trumpiste. Ouais. C'est pas ça du tout. Non. Mais tu comprends des choses et tu t'inscris pas de manière idéologique en porte-à-faux par rapport à ça. Non, j'essaie... T'avais pas peur? Ben oui, là. Ah oui, c'est parce que c'est audacieux, là, quand même. Ouais, je sais, mais j'ai quand même bien réécrit souvent ces chapitres-là pour être sûr qu'il n'y avait pas d'ambiguïté. Okay. Là. Mais il y a tellement de choses à dire là-dessus. Mais tu sais, j'essaie de m'intéresser ce qu'ils appellent de plus en plus, en anglais, mais peu importe, mais les nouvelles alliances, un petit peu. Il y a un gros courant aux États-Unis ces temps-ci de beaucoup de podcasts, beaucoup de médias alternatifs, puis tout ça, qui sortent puis qui disent... Pourquoi moi je serais obligé de faire partie d'une tribu, dans le fond? Pourquoi je serais obligé d'avoir une opinion sur l'avortement qui dicterait mon opinion sur les armes, qui dicterait mon opinion la pensée sur... en kit. Ouais, c'est ça. C'est des sujets absolument pas reliés, mais tu peux probablement prédire si une personne te dit « Moi, je pense X sur l'avortement, mais qu'est-ce qu'il va penser des autres sujets? » Fait que moi, ça fait longtemps que j'essaie de sortir de ça, j'essaie de prendre ça un par un puis de pas penser en kit. Fait que quand je regardais Trump avec ces yeux-là, je trouve que, bon, comme on dit, c'est facile à dire après coup, mais je trouve que c'était d'une évidence qu'il allait gagner. Puis c'était... Moi, j'ai de la difficulté un petit peu avec cette idée-là de tout le temps regarder les shows de comédie de fin de soirée ou CNN ou etc., puis qui semble tout le temps dire la même chose. Tu sais, qu'il y ait raison ou non, là, au bout du compte, là, moi, quand tout le monde dit la même chose comme ça, j'ai tendance à me méfier. Fait que de là, j'étais un petit peu ouvert à la transgression, si on veut. J'étais un petit peu ouvert à voir c'était quoi l'autre côté du message. Je pense que c'est le plus gros troll de l'histoire, là. Je pense que quand on regarde, il y a vraiment un gros mouvement sur Internet de gens jeunes qu'on ne penserait pas, mais qui sont des gros fans de Trump. Puis quand on va sur ces forums-là, puis tout ça, on se rend compte un peu c'est quoi. Ici? Ah, y compris ici. Mais ici, c'est drôle parce que là, tantôt, on parlait de souveraineté, puis tout ça, mais ici, ça semble tout le temps se camper vers des gens hyper souverainistes, hyper nationalistes. Fait que là, c'est ça qui est drôle parce que ça crée comme un axe sur un axe. Là, là ici, on est encore plus séparés. Mais c'est ça, tu sais, qu'ils vont faire des mimes, qu'ils vont faire des trucs comme ça sur Internet, puis qu'ils vont les partager. Puis je pense que c'est vraiment, pour moi, c'était vraiment des gens qui se voyaient étouffés sous cette espèce d'idée de rectitude politique, dans le fond. Et puis, Trump, même s'il disait des niaiseries, en autant qu'il envoyait chier, dans le fond, ceux qui leur disaient comment penser puis comment parler. Puis pour moi, là, en gros, c'est ça. C'est ça qui l'a fait gagner. Ouais. Et t'épingles d'ailleurs dans ton livre un certain progressisme sans nécessairement être un penseur de droite. Non, c'est ça. Mais c'est ça, j'essaie de pas... Je veux pas trop m'accoler d'étiquettes. Tu sais, dans le livre, là, il y en a pour tout le monde. Là, mais tu te donnes le droit d'aller voir ce qui se passe à droite.
Ah oui, vraiment? Ah oui? Ouais. Mais il y a des trucs libertariens... Non, mais on n'est pas habitué à ça. Ouais, non, je sais, mais il y a des trucs libertariens qui, pour moi, font quand même un peu de sens. Là, comme? Pour moi, l'idée de liberté individuelle, c'est très important. Pour moi, un exemple qui est remarquable, c'est le fait que quand on parle de liberté d'expression, on a tout de suite l'étiquette de conservateur. Moi, ça me fait rire, tu sais. Comme si, à une époque, c'était pas la droite religieuse qui essayait d'empêcher les jeux vidéo, le heavy metal, puis ces affaires-là, la pornographie, puis tout ça. Tu sais, là, on est comme reviré de bord un petit peu, puis là, finalement c'est cette espèce de néo-progressisme-là qui tu sais, quelqu'un... Puis ça se voit dans le ton, tu sais, on voit sur Internet beaucoup les réseaux sociaux, puis c'est ça. Revenez pas me reparler de liberté d'expression. Comme si c'était là un espèce de déchet de valeur. Ouais. Puis ça, je m'excuse, mais la droite recrute avec ça sans arrêt. T'ouvres Fox News, là, puis c'est comme « Ah, la liberté d'expression est encore sous attaque. » Mais l'autre côté en veut pas. Fait qu'eux autres, ils la prennent, puis les jeunes, ils embarquent là-dedans. Puis avec raison, parce que c'est une très belle valeur. Oui, tout à fait. Tu convoques, donc on parlait, depuis le début de l'entrevue, on parle des intellectuels que tu voulais rencontrer, donc dans la partie fiction. Gérard Bouchard. En fait, quand la panne survient, tu t'en vas rencontrer Serge Bouchard, évidemment, Dany Laferrière, Louis-Edmond Hamelin, toute la notion de nordicité. Pourquoi ceux-là en particulier? Dans ta quête, ils te servaient à quoi? En fait, c'est des gens qui avaient tellement fait de millage avant moi, tu sais, fait que je me disais, ces gens-là, je les respectais beaucoup, fait que je me disais, si je lis eux autres, au moins, je dirais pas trop de niaiseries quand je vais parler, tu sais. OK, c'était pour te padder. Me padder, c'est ça. Non, mais si je voulais faire un peu l'exercice de réfléchir à ça, je pense qu'il fallait que j'aille voir dans ce qui avait déjà été fait, puis tout ça. Carl Bergeron, ça donne que j'avais lu son livre comme à l'époque où je commençais à écrire celui-là. Puis justement, j'avais trouvé que c'était un livre hors du commun de par le fait que je savais pas trop où le placer. C'est très drôle parce que dans la forme, j'ai trouvé pas une parenté nécessairement, mais une même liberté d'esprit. Tant mieux. Mais là, j'étais allé rencontrer Carl pour la première fois, il y a pas longtemps. Ah oui? Mais il est pas mort, finalement. OK, c'est ça, parce qu'il meurt assez violemment dans ton livre. Oui, c'est ça. Puis non, on a eu bien du fun ensemble, mais oui, c'est ça. Puis, mais même, tu sais, comme un peu son livre, tu sais, je pense qu'il y avait eu une mauvaise critique de par le fait que je pense que quelqu'un dans Le Devoir, il avait reproché de parler du féminisme ou quelque chose comme ça. T'sais. Fait que lui aussi, il avait une espèce d'ambiguïté d'opinion, là, si on veut. Mais moi, je trouve ça drôle, parce que des fois, c'est pas drôle, mais ça m'intéresse encore un peu, la transgression, en tant qu'auteur. Je trouve ça drôle quand on va dans des courants un peu qui sont inattendus, si on veut. Puis Carl faisait ça. Puis je trouvais que ça valait la peine de l'intégrer là-dedans. Puis pour moi, c'est parce que dans son livre, il parle beaucoup du fait qu'il aime Balzac. Puis il a fallu qu'il apprenne à parler, tu sais. Puis il voue une espèce de culte à la France, puis tout ça. Puis je trouvais ça un petit peu drôle aussi, symboliquement, que c'était le premier qui meurt dans mon livre où l'apocalypse frappe. Oui. Parlons-en un peu de cet apocalypse-là. C'est une dystopie, donc. Montréal à feu et à sang suite à une panne d'électricité qu'on imagine. Enfin, on voit pas ses limites, mais on s'aperçoit que c'est quelque chose d'énorme puis que le monde ne reviendra plus comme il était. Pourquoi? Ça, c'est un petit peu un trip d'auteur, là. C'est-à-dire que, tu sais, je pense que c'est dans l'air du temps, cette espèce d'idée-là de survivalisme, de post-apocalyptique. Fait que ça, je voulais m'amuser un petit peu. Mais je pense qu'il y avait le fait aussi... tu sais, je pense qu'on parle beaucoup d'environnement, justement, surtout dans les dernières... on en parle toujours, mais dans les dernières semaines, particulièrement au Québec, puis partout dans le monde. Il y a toute l'idée de l'intelligence artificielle aussi qui fait peur, l'idée des grosses compagnies de technologie qui ont tout le pouvoir, là, franchement, à Silicon Valley, puis tout ça. Où est-ce que ça nous mène, tout ça? On parlait de liberté d'expression tantôt, mais eux, il va falloir qu'on les embarque dans la discussion, là, éventuellement aussi. Les géants Facebook, Google, etc. Et puis là, je me disais, tu sais,
nous, on est ici en train de se demander, on est-tu Québécois, on est-tu Canadien-Français, ben là, on va-tu se séparer, qu'est-ce qui se passe, on signe-tu la Constitution, puis tout ça. Puis tout le monde est peut-être en train de s'écrouler au travers de nous, fait que je trouvais ça drôle de le rendre en image un peu, tout ça. Tout un peu l'absurdité, un peu de la vie, comme ça. Puis je trouvais ça drôle aussi parce que tantôt, on parlait de révolution, puis la révolution, c'est comme si on repart à zéro, un peu. Fait que je me disais, y aurait-tu un monde où finalement, on essayerait d'autres choses au Québec, puis on verrait si ça nous aide dans notre réflexion. En tout cas, c'est drôle, tu parlais il y a des idées libertariennes qui méritent d'être considérées. Et on se rend compte que c'est vrai, s'il arrive, mettons, une grosse panne d'électricité, un gros problème, la première chose que tu fais en tant que personnage dans le livre, c'est de t'armer. Ouais. Là, tu y penses, puis tu dis... Ouais, c'est pas bête. On saurait pas exactement où aller les chercher, mais non, c'est ça. Ici, il serait plus rare. Mais c'est vraiment la première chose à laquelle tu penses. Oui. Puis je pense que je suis pas le seul. Tu sais, il y a une espèce de mode chez les multimilliardaires ces temps-ci. Ils se font des maisons en Nouvelle-Zélande cachées dans le roc, des genres de bunkers. Ils mettent plein d'armes, puis ils mettent quoi d'autre? Ils mettent de l'or là-dedans. Parce qu'ils se disent, si les cartes de crédit tombent, si la monnaie, ça vaut plus rien, ben on va avoir besoin d'armes pour se protéger. Puis on va avoir besoin peut-être de métaux précieux pour continuer à faire du troc, puis tout ça. Fait que ça, c'est vraiment une notion survivaliste de base. Fait que c'est pour ça qu'évidemment, je suis allé vers là. Puis ça donnait aussi qu'il y a beaucoup... vu que la politique américaine déborde chez nous tellement. Il y a tellement de questions à propos justement des armes. Il y a des tueries à droite puis à gauche. Fait que je me disais, ça donne un peu l'occasion de parler d'un autre sujet controversé tant qu'à s'amuser. D'en rajouter un petit peu. Qu'on voit pas venir, là, mais qui est vraiment là, très présent dans le livre. Alors... Cet apocalypse-là survient, commence, j'allais dire tranquillement, commence de manière assez raide, mais on se rend compte que c'est plus gros qu'on pense. Et il y a cette idée d'aller se réfugier dans l'appartement où la gang se tenait. Et ça devient la Maison Mère. Donc, la Maison Mère est un quartier général blindé, défendu, mais très fragile. Et on peut y voir, on parlait de métaphore tout à l'heure, on peut y voir une métaphore du Québec. Oui, vraiment. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, c'est pour ça que ça s'appelle un petit peu la maison mère aussi. Il y a quelque chose de la mère patrie là-dedans. Oui. Il y a quelque chose un peu des Gaulois qui se barricadent. Oui, le village. Mais à un moment donné, le village tient plus, puis il faut justement se sauver dans le bois. Puis retourner justement vers le territoire. Vers la maison mère, là encore. Parce c'est que ça, c'est laquelle la vraie maison mère? C'est laquelle la vraie maison mère? Parce que l'endroit où... toi et ta gang, allez vous réfugier, c'est le chalet d'enfance, là où la mère chantait à la Clairefontaine. Exact. Donc, il y a comme il y a 3 maisons mères. Il y a le bunker, il y a le chalet, puis il y a le Québec. Il y a le Québec, mais c'est ça. C'est pour ça que je pense que c'est peut-être mon plus beau titre, je dirais. Non, mais dans mes livres, je l'aime beaucoup. Ouais, c'est ça. Puis, mais pour vrai, cet appartement-là, entre mes amis, il y a une partie de vérité. Là, on l'appelait la maison mère pour vrai, parce qu'on allait tout le temps là, chez des amis, puis tout ça. Mais après, je trouvais que c'était tellement riche, justement, dans la métaphore que j'ai voulu le réutiliser. Et le plus fou, c'est que quand, donc, la gang se réfugie au chalet, donc dans la maison mère fondatrice, appelons-la comme ça, la mère, ta mère, meurt. Oui. Oui. Je dis oui, mais c'est parce que j'y ai juste dit à la dernière minute. Qu'elle était morte. Ouais, c'est ça. Comment est-ce qu'elle a pris ça? Le livre, il était déjà imprimé, puis tout. Puis je dis, en passant, maman, tu meurs dans le livre. Mais l'image, je suis contente de savoir qu'elle est toujours vivante. Oui. Mais donc, l'image est forte que la mère meurt. Oui, parce que, tu sais, comme je disais tantôt, ça reste un projet littéraire, puis je voulais... Tu sais, mon but, quand les gens lisent le livre, je veux quand même qu'ils soient touchés, je veux qu'il y ait des émotions, fait que, tu sais, je veux jouer avec les lecteurs aussi. Fait que le fait de, tuer un personnage, là, c'est sûr que ça mettait de l'émotion, mais en plus, tuer la mère, puis pour moi...
pour moi, tu sais, il y a toute cette espèce de mythe freudien-là de, tu sais, il faut tuer son père pour devenir son propre homme, puis tout ça. Fait que là, je trouvais ça drôle en tant que mère patrie, de tuer la mère, en fait, à la fin du livre. Ouais. Mais elle est encore vivante, Oui. Mais tu flirtes dans tes livres avec l'autofiction, évidemment. Pourquoi? Est-ce que tu serais capable de faire quelque chose de complètement... Ben là, on peut pas être plus loin que soi en étant dans la dystopie, là, mais serais-tu capable de faire quelque chose qui n'implique pas tes proches, par exemple? Ouais, à un moment donné, il va falloir en revenir. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Ou est-ce qu'on continue à tout... ouais, c'est ça. Oui, en fait, mais quand je travaille en cinéma, en scénarisation, puis tout ça, c'est vraiment plus des personnages créés de toutes pièces. On dirait que le roman est vraiment personnel pour moi. Puis, tu sais, le roman, on le fait pas pour beaucoup d'argent, là, puis on le fait pas pour beaucoup de gloire non plus. Fait que, tu sais, en quelque part, je sais pas si c'est un désir narcissique ou c'est quoi, mais il y a quelque chose de plus fort que moi de raconter un peu mon histoire au travers de ça. Fait que pour moi, c'est ça qui vaut la peine un peu aussi. Tant qu'à travailler des années sur un livre, je trouve que ça, c'est un peu personnel, là, mais je trouve que la vie, des fois, est difficile, puis tout ça. Fait qu'au moins, si je peux garder certains souvenirs pour les raconter, je trouve que ça fait que ça vaut la peine, des fois. D'écrire. Ouais. Là, t'es revenu au Québec. Ouais. Après 3 ans à Vancouver. Ouais. Ça fait du bien d'être revenu, mais en même temps, je suis comme prêt pour l'aventure maintenant. Je sais pas où j'ai envie d'habiter le prochain coup. Et qu'est-ce que ça va changer pour l'écriture? Est-ce que de revenir au Québec avec un livre aussi provoquant à plusieurs égards? Peut-être va falloir que je me réexile, en fait. Ben, c'est ça! Oui, ben là, après, là, je me suis dit, peut-être que ma carrière dans la provocation, c'est assez. Peut-être que le prochain coup, je fais un livre juste beau. Ou juste une belle histoire, peut-être. Tu le trouves pas beau, celui-là? Non, il est super beau. Mais même tantôt... Il y a des choses très poétiques là-dedans. Oui, il est beau. Merci, c'est gentil. Non, moi aussi, je le trouve beau. Mais après coup, quand on relit des passages, comme je ris un peu dans ma barbe. Je savais ce que je faisais en l'écrivant. Mais peut-être que c'est plus fort que moi, en fait, là. Peut-être que je suis voué à faire ce genre de livre-là. Je l'ai posé autrement. Il s'inscrit où dans ton parcours d'auteur, ce livre-là? Moi, je trouve que c'est peut-être mon plus beau livre, en fait. Je trouve que c'est mon plus réussi, puis je trouve que c'est lui qui... Je trouve que c'est... Tu sais, je pense que je le raconte dans le livre, mais Dany Laferrière m'avait dit que la carrière d'un écrivain commence juste au 3e livre. Puis c'est peut-être vrai, dans le fond. Mais c'est sûr qu'il y a tout le temps un peu quelque chose d'excitant là, avec les auteurs qui sortent un premier livre. Là. Il semble avoir une espèce d'excitation à chaque fois. Fait que je pense que ça reviendra jamais. Là. Je réécrirai jamais un premier livre. Mais non, je pense que je suis sur une lancée. Ben, on souhaite qu'elle se poursuive. Merci beaucoup, Alexandre Soublière. Ben, merci.